La sexualité dans l'étiologie des névroses. Sigmund Freud. La sexualité dans l'étiologie des névroses. Des investigations détaillées menées ces dernières années m'ont conduit à la conviction que les causes les plus immédiates et pratiquement les plus importantes de tous les cas de maladies névrotiques doivent être recherchées dans les facteurs de la vie sexuelle. Cette théorie n'est pas entièrement nouvelle. Historiquement, et par tous les auteurs, les facteurs sexuels se sont vus accorder une certaine importance dans l'étiologie des névroses, et certains courants inférieurs de la médecine ont aussi toujours combiné la guérison des troubles sexuels et de la faiblesse nerveuse dans une même promesse. Il ne sera donc pas difficile de contester l'originalité de cette théorie, si jamais on renonce à nier son exactitude. Dans quelques brefs articles publiés ces dernières années dans les revues Neurologisches Centralblatt, Revue neurologique et Wiener Klinischer Rundschau, j'ai essayé d'indiquer le matériel et les points de vue qui offrent un soutien scientifique à la théorie de l'étiologie sexuelle des névroses. Ce que je n'ai pas encore fait, c'est l'exposé détaillé d'une telle théorie, car en essayant d'expliquer l'ensemble des données effectivement vérifiées, nous sommes continuellement confrontés à de nouveaux problèmes dont la solution nécessite un travail préparatoire non encore fait. D'autre part, une tentative d'orienter l'intérêt du médecin praticien vers les résultats de mes recherches ne me paraît pas prématurée, afin de le convaincre, à la fois, de la justesse de mes affirmations et des avantages que ces connaissances peuvent l'apporter dans la pratique de votre activité. Je sais très bien que des tentatives seront faites pour détourner le médecin de cette voie en utilisant des arguments moralisateurs. Pour acquérir la conviction que les névroses de ces patients ont réellement un rapport avec leur vie sexuelle, il devra les interroger avec insistance sur leur vie sexuelle jusqu'à parvenir à une explication complète et sincère, et dans cette enquête il voit un danger, tant pour l'individu que pour la société. Le médecin, dit-on, n'a pas le droit de pénétrer les secrets sexuels de ses patients, blessant leur pudeur, surtout lorsqu'il s'agit de femmes. Son intervention maladroite ne peut que détruire le bonheur familial, offenser l'innocence des jeunes patients et supplanter l'autorité de leurs parents, enfin, donner à sa propre relation avec les patients adultes un caractère gênant et forcé. C'est donc pour lui un devoir éthique de rester insensible à toute question sexuelle. Tout cela n'est que l'expression d'une moralisation indigne du médecin, mal dissimulée avec des arguments ignobles. Si les facteurs de la vie sexuelle sont réellement reconnus comme cause pathogène, leur étude et leur discussion constitueront pour le médecin un devoir incontournable. Ce faisant, il ne commet pas une plus grande atteinte à la pudeur que lorsqu'il reconnaît, par exemple, les organes génitaux d'un malade pour soigner une affection locale. Des femmes mûres, habitant des lieux éloignés de la capitale, on entend encore, parfois, qu'elles ont préféré s'épuiser dans des hémorragies génitales à répétition, pour consentir à un examen médical. L'influence éducative exercée par les médecins a, au cours d'une génération, rendu très rare de tels cas de résistance chez les femmes d'aujourd'hui, et s'il en survient encore, c'est considéré comme une cupidité ridicule. Vivons-nous en Turquie ? Demandait le médecin, où les femmes malades ne peuvent montrer leurs bras au médecin qu'en le passant à travers un trou dans le mur. Il n'est pas vrai que l'examen et la divulgation des circonstances sexuelles confèrent au médecin un pouvoir dangereux sur le patient. La même objection aurait pu être élevée contre la narcose, qui dépouille le patient de sa conscience et de sa volonté et le livre au médecin sans qu'il sache quand il les récupérera, ou même s'il les récupérera du tout. Et pourtant, elle est devenue indispensable, par les services irremplaçables qu'elle rend à la thérapeutique, le médecin ayant ajouté à ses devoirs déjà sérieux la responsabilité de son emploi. Le médecin peut toujours causer des dommages lorsqu'il manque d'habileté ou de conscience, mais il en est de même dans chacune de ses interventions professionnelles comme dans l'investigation de la vie sexuelle. Naturellement, ceux qui, après un examen sévère de leur personnalité, ne se permettent pas le tact, la sévérité et la discrétion nécessaires à l'examen des névrosés, et savent que les découvertes d'ordre sexuel doivent éveiller en eux une volupté. Le chatouillement plutôt que l'intérêt scientifique rigoureux feront bien de rester à l'écart du sujet de l'étiologie des névroses. Pour notre part, nous vous demandons seulement, en outre, de ne pas vous consacrer au traitement des patients nerveux.
Il n'est pas non plus exact que les patients opposent des obstacles insurmontables à une enquête sur la vie sexuelle. Les adultes mettent souvent un terme à leurs hésitations en songeant que le médecin peut tout savoir. Pour de nombreuses femmes contraintes de cacher leurs pulsions sexuelles dans leur vie de couple, c'est un soulagement de constater que le médecin fait passer leur guérison avant tout, leur permettant d'adopter, enfin, un certain temps une attitude franche et purement humaine à l'égard des choses sexuelles. Dans la conscience commune, il semble y avoir toujours eu une vague connaissance de l'importance des facteurs sexuels dans la genèse de la nervosité. Dans ma consultation, j'ai été témoin de nombreuses scènes de la teneur suivante. On nous présente un couple marié. L'un des époux souffre de névrose. Après de nombreux détours et réflexions, comme celle selon laquelle si le médecin veut obtenir un certain succès dans ces cas, il doit se passer de certaines conventions, etc., nous communiquons notre soupçon que la raison de la maladie réside dans certaines pratiques sexuelles antinaturel et nocif, adopté par eux après le dernier accouchement de la femme. À ces mots, l'un des époux se tourne vers l'autre et dit, « Tu le vois. Je t'avais dit que ça me rendrait malade. » Et le répondant répond, « Je le pensais aussi, mais qu'est-ce qu'on allait faire ?» Dans d'autres circonstances, par exemple, lorsqu'il s'agit de jeunes filles, qui sont généralement élevées pour dissimuler systématiquement leur vie sexuelle, le médecin doit se contenter de moins de sincérité. Il veillera alors à ne pas affronter la question sexuelle sans une préparation approfondie, de sorte qu'il n'ait à exiger aucune clarification préalable du patient, mais seulement la confirmation de ses hypothèses. Ceux qui accepteront de s'en tenir à mes indications sur la façon de traduire la morphologie de la névrose en langage étiologique n'auront pas besoin d'aller, pour une large part, aux aveux des malades. Avec la description de leurs symptômes pathologiques toujours révélés volontairement, les patients les informeront, en général, des facteurs sexuels qui se cachent derrière de tels symptômes. Il serait très avantageux que les patients soient plus conscients de la certitude avec laquelle le médecin peut désormais interpréter les troubles nerveux qui les affligeant et en déduire leur étiologie sexuelle. Cela les conduirait à renoncer à toute dissimulation à partir du moment où ils décideraient de demander l'aide de la science. Il est de l'intérêt de tous qu'en matière sexuelle aussi une plus grande sincérité soit observée parmi les hommes, comme un devoir. Cela améliorerait grandement la moralité sexuelle. Actuellement, nous tous, malades et en bonne santé, sommes coupables d'hypocrisie dans cet ordre de choses. La sincérité générale devrait s'accompagner d'une plus grande tolérance à toute convenance. Certains des problèmes débattus par les neurologues n'ont pas encore suscité l'intérêt des médecins. Ainsi, la différenciation stricte de l'hystérie et de la neurasthéie, la distinction d'un l'hystéroneurasthéie, l'attribution de représentations obsessionnelles à la neurasthéie ou sa reconnaissance comme névrose particulière, etc., etc. En réalité, de telles différenciations peuvent leur être indifférentes tant qu'elles ne leur rattachent pas une connaissance plus approfondie de la maladie et une approche thérapeutique. Norme et se borne à conseiller au patient, dans tous les cas, une cure thermale, ou à lui dire que son mal est purement imaginaire. Ce n'est pas le cas, cependant, s'il accepte nos vues sur les relations causales de la sexualité avec la névrose. Alors s'éveille un nouvel intérêt pour la symptomatologie des divers cas névrotiques, et savoir dissocier avec précision les composantes du tableau pathologique compliqué et donner à chacune son nom exact acquiert une grande importance pratique. En effet, il est facile de traduire la morphologie des névroses en étiologie, et de nouvelles indications thérapeutiques dérivent d'elles-mêmes de cette connaissance étiologique. L'examen détaillé des symptômes permet toujours d'établir un diagnostic différentiel important, nous indiquant si le cas en question présente les caractéristiques d'une neurasthéie ou celle d'une psychonévrose, hystérie, représentations obsessionnelles. Des cas mixtes se présentent aussi avec une fréquence extraordinaire, dans lesquels les signes de la neurasthéie apparaissent en même temps que ceux d'une psychonévrose, mais nous les traiterons plus tard. L'examen du patient seulement dans la neurasthéie nous révèle les facteurs étiologiques sexuels, qui dans ces cas, ils sont connus du patient et appartiennent au présent ou, mieux dit, à la période qui s'étend à partir du moment de sa maturité sexuelle, bien que cette limitation puisse ne pas s'appliquer à tous les cas de toute façon.
Dans les psychonévroses, un tel examen nous donne peu de rendement. Elle ne fait que faciliter, à terme, la connaissance de facteurs que l'on doit reconnaître dans la catégorie des causes pathogènes occasionnelles, et qui peuvent ou non avoir un rapport avec la vie sexuelle du sujet. Dans le premier cas, ils sont les mêmes que les facteurs étiologiques de la neurasthénie, ne présentant donc pas de caractère spécifique quant à la cause de la névrose. Et pourtant l'étiologie des psychonévroses repose aussi toujours sur la sexualité. En faisant un détour singulier, dont nous reparlerons plus tard, nous avons réussi à connaître cette étiologie et à comprendre que le patient ne savait rien nous en dire. Les événements et les influences au fond de toute psychonévrose n'appartiennent pas au présent, mais à un temps très passé dans la vie du sujet, à sa petite enfance, ayant été oublié plus tard, bien que dans un certain sens seulement, par le patient. Tous les cas de névrose ont donc une étiologie sexuelle, mais cette étiologie est constituée d'événements courants dans les neurasthénies, et d'événements infantiles dans les psychonévroses, ce qui est la première antithèse importante dans l'étiologie des névroses. Une seconde antithèse dérive de la différence dans le tableau symptomatique de la neurasthénie. Dans cette maladie, on trouve, d'une part, des cas qui présentent d'abord certains troubles caractéristiques de la neurasthénie, lourdeur de la tête, fatigue, dyspepsie, constipation, irritation de la colonne vertébrale, etc., tandis qu'il en existe d'autres dans lesquels le tableau symptomatique apparaît composé de différents syndromes, liés tous avec l'angoisse comme trouble central, sursaut, agitation, peur, attaque de panique rudimentaire et supplémentaire, vertige locomoteur, agoraphobie, insomnie, hyprosthésie, etc. Laissant tel quel le nom du premier de ces types de neurasthénie, nous avons donné au second le nom de névrose d'angoisse, différenciation que nous avons dû justifier déjà dans un travail antérieur, dans lequel nous avons également essayé d'expliquer l'aspect général conjoint des deux névroses. Pour notre propos, il suffira de souligner qu'une étiologie différente correspond à la différence symptomatique entre ces deux formes de névrose. La neurasthénie est toujours attribuable à un certain état du système nerveux, résultant d'une masturbation excessive ou d'une pollution spontanée continue. On retrouve régulièrement dans la genèse de la névrose d'angoisse des influx sexuels dont le caractère commun est la continence ou la satisfaction incomplète, ainsi, le coïté interrompu, l'abstinence chez les individus à libido très intense, les éveils dits frustrés, etc. Dans le court essai, où nous essayons d'introduire la névrose d'angoisse dans la morphologie des névroses, nous avons déjà formulé le principe que l'angoisse est, en général, la libido détournée de ses buts. Dans les cas mixtes où coexistent symptômes de neurasthénie et névrose d'angoisse, on s'en tient au principe empiriquement découvert qu'un mélange de névroses correspond à une action conjointe de plusieurs facteurs étiologiques. Ce principe est toujours confirmé dans la pratique, et il serait intéressant d'examiner combien de fois ces facteurs étiologiques sont organiquement liés les uns aux autres par la connexion des processus sexuels, par exemple coïté interrompu ou puissance masculine insuffisante, avec la masturbation. Une fois qu'un cas de névrose neurasthénique a été diagnostiqué avec certitude et que ces symptômes ont été exactement groupés, nous pouvons maintenant traduire la symptomatologie en étiologie, puis demander au patient de confirmer nos hypothèses. Sans nous laisser désorienter par son refus initial, nous insisterons sur nos déductions, et notre ferme conviction finira par vaincre toute résistance. Dans cet ouvrage, nous en apprenons assez pour composer un traité hautement instructif sur la vie sexuelle de l'homme, nous imposant de plus en plus la nécessité de libérer la science sexuelle de l'interdit qui pèse sur elle. Sachant que les petits écarts à la normalité sexuelle sont trop fréquents pour attacher de la valeur à leur découverte, nous n'accepterons du patient névrosé, comme explication de son mal, qu'une anomalie grave et durable de sa vie sexuelle. Sans cette insistance sur la recherche d'une étiologie sexuelle ne peut jamais amener un malade mental normal à s'attribuer des péchés sexuels imaginaires, comme on l'a jadis soupçonné. Suite à cette procédure avec notre patient, nous avons également acquis la conviction que la théorie de l'étiologie sexuelle de la neurasthénie n'a pas d'exception. Cette conviction est devenue si absolue en moi que le résultat négatif de l'examen prend à mes yeux une valeur diagnostique, me faisant supposer que de tels cas ne peuvent être neurasthéniques.
De cette façon, je suis venu diagnostiquer plusieurs fois une paralysie progressive au lieu d'une neurasthénie pour n'avoir pas pu vérifier que le patient se livrait à une masturbation excessive, prémisse nécessaire de ma théorie, et l'évolution ultérieure de ces cas m'a toujours donné raison. Chez un autre malade, qui sans manifester d'altérations organiques nettes se plaignait de céphalées et de dyspepsie, et s'opposait à mes soupçons sexuels par un démenti ferme et constant, dont la sincérité ne pouvait être mise en doute, il m'est venu à l'esprit de diagnostiquer une suppuration latente dans l'une des cavités sinus, et un rhinologue a totalement confirmé ce diagnostic, déduit de l'examen sexuel négatif, guérissant complètement le patient au moyen d'une opération, dans laquelle il a dû provoquer la libération d'une grande quantité de pus fétide, contenue dans la cavité de Highmore. L'existence de cas négatifs peut aussi être feinte par d'autres circonstances. On trouve, en effet, des cas où l'examen révèle une vie sexuelle normale, bien qu'il s'agisse de malades dont la névrose présente à première vue tous les caractères d'une neurasthénie ou d'une névrose d'angoisse. Mais une enquête plus approfondie finit toujours par découvrir la vérité. Derrière de tels cas, dans lesquels on croyait d'abord voir une neurasthénie, une hystérie ou une névrose obsessionnelle se cache comme une psychonévrose. Surtout l'hystérie, qui imite tant d'affections organiques, peut facilement feindre une des formes des névroses actuelles, élevant leurs syndromes à la catégorie des symptômes hystériques. De telles hystéries de forme neurasthénique ne sont pas du tout rares. Cependant, il ne faut pas croire que l'option d'accepter les psychonévroses en cas de neurasthénie avec examen sexuel négatif ne va pas sans difficulté. Pour établir le nouveau diagnostic, il faut recourir à la seule méthode qui puisse nous conduire sans erreur à la découverte de l'hystérie, c'est-à-dire la psychanalyse, dont nous parlerons plus tard. Bien que ceux qui acceptent de tenir compte de l'étiologie sexuelle chez leurs neurasthéniques seront peut-être enclins à nous juger unilatéralement lorsqu'ils verront que nous n'invitons pas le médecin à s'occuper également des autres facteurs cités par les auteurs comme cause de la neurasthénie. Ainsi, force est de constater que notre intention est très éloignée de substituer complètement ces facteurs à l'étiologie sexuelle et de leur dénier ainsi toute influence. Nous nous bornerons à dire qu'à tous les facteurs étiologiques reconnus par les auteurs dans la genèse de la neurasthénie, il faut ajouter les facteurs sexuels, négligés jusqu'à aujourd'hui. Or, ces facteurs sexuels occupent, à notre avis, dans la série étiologique, une place prépondérante, car ils sont les seuls qui apparaissent dans tous les cas de neurasthénie, sans exception, et les seuls capables de produire par eux-mêmes des névroses. Ainsi, les autres facteurs sont ramenés à la catégorie d'une étiologie auxiliaire et supplémentaire. Seuls ces facteurs sexuels permettent aux médecins de découvrir des relations incontestables entre leur diversité et la variété des images pathologiques. D'autre part, les cas où le sujet est tombé malade de neurasthénie, soi-disant à la suite d'un surmenage, d'émotions intenses, de fièvre typhoïde, etc., ne présentent rien de commun dans leurs symptômes, ni ne me permettent de déduire de l'étiologie le tableau symptomatique probable, ou à l'inverse des syndromes, la cause étiologique. Les causes sexuelles sont aussi celles qui offrent d'abord au médecin un point d'appui pour son action thérapeutique. L'hérédité est sans aucun doute un facteur important lorsqu'elle existe réellement, puisqu'elle permet l'apparition d'anomalies pathologiques graves dans des cas qui auraient été bénins sans l'hérédité. Mais l'hérédité est inaccessible à l'influence du médecin. Chaque individu apporte au monde certaines prédispositions contre lesquelles nous ne pouvons rien. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est précisément dans l'étiologie des neurasthénies que l'hérédité doit être déniée au premier rang. La neurasthénie, sous ces deux formes, fait partie de ces conditions que tout individu exempt de terres héréditaires peut acquérir sans difficulté. S'il n'en était pas ainsi, son extraordinaire accroissement actuel, tant déploré par tous les écrivains, serait incroyable. En ce qui concerne la civilisation, à laquelle on attribue habituellement la cause de la neurasthénie, peut-être les auteurs ont-ils aussi raison, quoique dans un sens différent de ce qu'ils affirment, mais l'état de notre civilisation est également immuable par l'action individuelle, et c'est aussi un facteur dont l'influence générale, le choix de la forme pathologique n'est jamais expliqué par les membres d'une même société.
Le médecin non neurasthénique est sous la même influence supposée désastreuse de la civilisation que le neurasthénique qu'il a à traiter. L'importance des influences épuisantes subsiste avec les susdits restrictions. D'autre part, le surmenage est extraordinairement abusé comme facteur étiologique ou névrose. Il est vrai que l'individu prédisposé à la neurasthénie du fait de ses pratiques sexuelles néfastes supporte mal le travail intellectuel et les efforts psychiques de la vie, mais le travail et l'excitation seuls ne conduisent personne à la névrose. Au contraire, le travail intellectuel est une excellente protection contre les maladies névrotiques. Précisément les travailleurs intellectuels les plus résistants sont respectés par la neurasthénie, et le surmenage, auquel les neurasthéniques attribuent leur maladie, ne mérite guère, ni par sa quantité, ni par sa qualité, le nom de « travail intellectuel ». Les médecins devront s'habituer à expliquer au commis qui prétend s'être suicidé en travaillant dans son cabinet, ou à la femme dont le ménage est trop lourd pour eux, qu'ils ne sont pas tombés malades en essayant d'exercer leurs fonctions, qui sont en réalité faciles pour un homme au cerveau civilisé, mais pour avoir entre-temps grossièrement négligé et gâché sa vie sexuelle. Seule l'étiologie sexuelle nous permet également de comprendre plus facilement tous les détails de l'histoire clinique des neurasthéniques, nous révélant les causes de leurs améliorations énigmatiques au cours de la maladie et de leurs aggravations, non moins incompréhensibles, généralement relatées par les patients et les médecins avec la thérapie entreprise. Dans ma collection, qui comprend plus de 200 cas, je trouve celui d'un individu qui, après une cure à l'établissement de Wörishofen, passa une année entière remarquablement amélioré. Passé ce délai, il a rechuté et est retourné à la station thermale susmentionnée, espérant une autre amélioration, cette fois sans obtenir de soulagement. Un regard sur la chronique familiale de ce patient résolut la double énigme. 6 mois et demi après son premier retour de Wörishofen, sa femme eut un enfant. Il s'avère donc que lorsqu'il s'est séparé de sa femme pour entreprendre la cure, celle-ci était au début d'une grossesse encore inconnue, et qu'à son retour le sujet a pu avoir avec elle des rapports sexuels normaux. Mais quand, après l'accouchement, elle a repris le coïté interrompu, la névrose a recommencé, et la nouvelle cure n'a donné aucun résultat, car de retour chez elle, elle a dû continuer la pratique pathogène. Un autre cas analogue, dans lequel il a également été possible d'élucider un effet inattendu de la thérapie, était encore plus instructif car il présentait une transformation énigmatique des symptômes de la névrose. Un jeune homme nerveux avait été adressé par son médecin à un établissement d'hydrothérapie parfaitement géré pour le soulagement d'une neurasthénie typique. L'état du patient a immédiatement commencé à s'améliorer de manière visible, ce qui a laissé penser que notre sujet quitterait la station thermale en tant que partisan enthousiaste de l'hydrothérapie. Mais au cours de la 6e semaine, un changement est survenu. Le patient ne tolérait plus l'eau, il devenait de plus en plus nerveux, et au bout de 2 semaines il quitta l'établissement. Lorsqu'il vint plus tard me voir, se plaignant d'une telle déception thérapeutique, je lui fis part des symptômes qu'il avait attaqués au milieu de la cure, constatant en eux une singulière altération. À son arrivée à la station thermale, il souffrait de lourdeur dans la tête, de dyspepsie et de fatigue, et les symptômes qui interrompaient la cure avaient été l'excitation, les crises d'oppression, les vertiges en marchant et l'insomnie. J'ai alors pu lui dire ceci: tu es injuste avec le thermalisme. Comme vous le savez bien, votre maladie est due à une masturbation continue. À la station thermale vous avez cessé de pratiquer ce genre de gratification sexuelle, et avez ainsi obtenu une amélioration rapide. Mais juste au moment où vous commandiez à vous sentir bien, vous avez eu l'imprudence d'entamer, peut-être avec une dame de la même station thermale, des relations qui ne pouvaient qu'aboutir à une excitation sexuelle sans autre satisfaction. De telles relations, et non une soudaine intolérance à l'hydrothérapie, l'ont fait retomber dans sa maladie. De votre état actuel je déduis aussi que vous continuez à voir la dite dame ici, dans la capitale. Le patient a confirmé point par point mes propos. La thérapie actuelle de la neurasthénie, telle qu'elle est pratiquée dans les meilleures stations Sir Mols, tend à soulager les états nerveux, tonifiant et calmant le patient.
À mon avis, on ne peut lui reprocher que d'avoir négligé les conditions sexuelles de l'affaire. Mon expérience m'incite à souhaiter que les directeurs médicaux de tels établissements réalisent clairement que leurs patients ne sont pas des victimes de la civilisation ou de l'hérédité, mais, cite Venia Verbo, des invalides de la sexualité. Ainsi leurs succès comme leurs échecs seraient mieux expliqués, et ils tendraient aussi à obtenir de nouveaux résultats positifs, confiés aujourd'hui au hasard ou au comportement spontané du malade. Lorsqu'une femme souffrant d'anxiété et de neurasthénie est sortie de chez elle et envoyée dans une station thermale où, libre de tout soin, elle est soumise à un régime de bain, d'exercice de gymnastique et d'une alimentation adéquate, elle aura tendance à voir dans le amélioration brillante, obtenue en quelques semaines ou quelques mois, résultat du repos dont jouit le patient et le travail tonifiant du thermalisme. Peut-être, mais en pensant ainsi, on oublie qu'en éloignant le patient du domicile il y a aussi eu interruption des rapports conjugaux, et que cette exclusion de la cause pathogène est ce qui permet d'obtenir une amélioration, à l'aide d'une thérapeutique adéquate. La négligence de ce point de vue étiologique est ensuite vengée par la durée éphémère de l'amélioration obtenue. Peu de temps après que la patiente a repris sa vie normale, les symptômes pathogènes réapparaissent, l'obligeant périodiquement à séjourner dans de tels établissements ou à orienter ses espoirs de guérison vers d'autres moyens. Il est donc incontestable que dans les cas de neurasthénie, l'action thérapeutique doit s'attaquer directement aux circonstances dans lesquelles vit le malade et non à celles dans lesquelles il est transféré dans la station thermale. Dans d'autres cas, notre théorie étiologique peut donner au curateur la clé des échecs du thermalisme et lui fournir les moyens de les éviter. La masturbation est beaucoup plus fréquente chez les filles pubères et les hommes mûrs qu'on ne le croit, et elle est nocive, non seulement en provoquant des symptômes neurasthéniques, mais en maintenant les malades sous le poids d'un secret honteux. Le médecin, peu habitué à traduire la neurasthénie en masturbation, attribue l'état pathologique à l'anémie, à une nutrition insuffisante ou à une surconsommation, et confie la guérison du patient à une thérapie appropriée à ces causes. Mais à sa grande surprise, des périodes d'amélioration alternent chez le patient avec d'autres d'assombrissement profond et d'intensification de tous les symptômes. Le résultat d'un tel traitement est toujours douteux. Si le médecin savait que le malade se débat tout le temps avec son habitude sexuelle, tombe dans un sombre désespoir quand on l'a forcé à y céder une fois de plus, et s'il possédait les moyens de lui arracher son secret, il en diminuerait la gravité. Aux yeux du malade, et en le soutenant dans sa lutte contre l'habitude pathogène, le succès thérapeutique serait assuré. La déshabituation de l'onanisme est l'une des tâches nouvelles que la reconnaissance de l'étiologie sexuelle pose aux médecins, et ne peut être effectuée, comme toutes les autres cures de ce genre, que dans un établissement médical et sous la surveillance continue du thérapeute. Livré à lui-même, le masturbateur recourt à la satisfaction confortable habituelle chaque fois qu'il subit un revers. Le traitement médical ne peut avoir d'autre but ici que de ramener le neurasthénique à une activité sexuelle normale, revigorée par une thérapie auxiliaire adéquate, car le besoin sexuel, une fois éveillé et satisfait pendant une longue période, ne peut plus être étouffé, et ne dérive que par autrement. Cette observation peut également s'appliquer à d'autres cures d'abstinence dont les résultats positifs resteront apparents et éphémères tant que le médecin se bornera à retirer le médium narcotique du patient, sans se soucier de la source d'où provient l'impérieux besoin. Habitude, n'est qu'une simple locution, sans aucune valeur explicative. Toutes les personnes qui ont eu l'occasion de prendre de la morphine, de la cocaïne, etc., pendant un certain temps, ne développent pas la toxicomanie correspondante. Une enquête minutieuse révèle généralement que ces stupéfiants sont destinés à compenser directement ou indirectement le manque de plaisir sexuel, et dans les cas où il n'est plus possible de rétablir une vie sexuelle normale, une rechute peut être attendue en toute sécurité. L'étiologie de la névrose d'angoisse présente au médecin une autre tâche nouvelle, consistant à amener le patient à abandonner toutes les formes nocives de rapports sexuels et à initier des relations sexuelles normales. Ce devoir incombe naturellement au médecin traitant, qui fera beaucoup de mal à ses clients s'il s'estime trop distingué pour s'occuper de pareilles affaires.
S'agissant ici en général des couples mariés, les efforts du médecin se heurtent bientôt à la tendance malthusienne à limiter le nombre des grossesses. Il ne fait aucun doute que dans notre classe moyenne ces tendances se généralisent de plus en plus. J'ai trouvé des couples mariés qui ont commencé à les mettre en pratique après la naissance de leur premier enfant, et d'autres qui les ont observés dès leur nuit de noces. Le problème du malthusianisme est trop vaste et trop compliqué pour que nous puissions le discuter ici avec le soin qu'exigeait la thérapeutique des névroses. Nous devrons donc nous borner à indiquer quelle est la meilleure activité que les médecins qui reconnaissent l'étiologie sexuelle de la névrose peuvent adopter devant lui. La chose la plus erronée serait, bien sûr, de ne pas en tenir compte, quelle qu'en soit la raison alléguée. Ce qui est nécessaire ne peut être au-dessous de ma dignité médicale, et il est sans doute nécessaire d'assister un couple marié qui entend limiter le nombre d'enfants avec un avis médical, si l'un ou les deux époux ne doivent pas être exposés à la névrose. Terminé. La sexualité dans l'étiologie des névroses. Sigmund Freud.